Les décennies postérieures à l'indépendance des territoires hispano-américains se caractérisent par une fragmentation territoriale, une instabilité politique et peu de développement économique. Sur le plan culturel, les traces de 3 siècles de gouvernance espagnole depuis Madrid rendent difficile la mutation des sociétés. Dans la grande majorité des territoires hispano-américains, on a pu observer que les anciennes vice-royautés se fragmentent. Prenons l'exemple du vice-royaume del Río de la Plata. Lorsqu'il obtient son indépendance par la déclaration d'indépendance de l'Argentine du 9 juillet 1816, les chefs militaires qui avaient mené la guerre se sentent être les symboles d'une unité politique. Depuis l'invasion de l'Espagne par les armées napoléoniennes, c'est José Ier qui est au pouvoir. Il remplace alors Fernando VII. Mais pour le peuple espagnol, ce roi n'est pas légitime, car déjà, il ne descend pas de la dynastie bourbonienne, mais aussi car il a accédé au trône suite à une guerre. Alors les élites hispano-américaines voient dans cet événement une opportunité pour obtenir leur indépendance. Les hommes qui vont gouverner les pays indépendants après l'indépendance vont être en majorité des caudillos ou chefs politiques qui sont des leaders de la guerre d'indépendance et qui vont se diviser entre libéraux et conservateurs. L'appartenance à une idéologie libérale ou conservatrice peut se lier au groupe familier d'appartenance ou en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Pour les libéraux, le but va être de chercher à créer un État fédéral, parlementaire, avec un exécutif faible, ce qu'ils considèrent être la meilleure manière pour faire tomber le vieil ordre politique. Quant aux conservateurs, leur politique va davantage se tourner vers un État fort, centralisé et en collaboration avec l'Église. Les premières constitutions qui sont faites sont assez inopérantes, fonctionnent pas tellement car le principe libéral qui est porté vient trop en rupture avec le vieil ordre politique. Donc il va y avoir une deuxième vague de constitutions qui va chercher à s'adapter aux réalités sociales locales. Pour prendre un exemple, on peut prendre la constitution de Cúcuta en Grande Colombie, signée le 30 août 1821. Elle a été assez critiquée puisqu'elle visait à centraliser le pays qui rassemblait des sociétés assez différentes. Quand la Grande Colombie est fondée en 1819, elle rassemble la future Colombie, l'Équateur et le Venezuela. Et en fait, les personnes qui critiquaient cette constitution disaient qu'il était difficile d'intégrer politiquement et socialement des sociétés aux caractéristiques bien différentes. Quant aux caudillos ou chefs politiques, ils vont s'entourer de réseaux de clients. On parle alors de clientélisme politique. C'est une relation de type féodal avec des chefs politiques locaux qui gouvernent un village et qui sont sous protection ou du moins en relation avec un caudillo ou un chef politique qui gouverne une province. Et voilà, en fait, se construit toute une hiérarchisation de chefs politiques, tout un réseau de chefs politiques. Le clientélisme politique désigne aussi le fait que les chefs politiques concèdent des biens, des richesses ou des avantages à un électeur pour qu'il le soutienne lors des élections. C'est une forme de corruption. En des termes sociaux, l'indépendance et l'arrivée des constitutions vont permettre l'abolition de l'esclavage et des tribus qui étaient plutôt attribuées à des communautés ethniques comme indigènes. Quant à l'esclavage, il va d'abord être aboli dans des pays où c'était une réalité marginale, comme le Mexique, le Chili ou l'Amérique centrale. Et là où l'esclavage était un phénomène massif, l'abolition va être officialisée un peu plus tard. Donc par exemple, dans les Caraïbes ou le Brésil, l'esclavage sera légal jusqu'en 1888. Mais à cette instabilité politique et sociale, on peut ajouter une instabilité économique, puisque par exemple, en abolissant les impôts sur les indigènes par exemple, il va y avoir moins de ressources pour l'État, qui va avoir du mal donc à se financer, et au-delà de ça, l'intégration du pays ou de l'État au commerce, d'abord continental puis international, va être compliquée puisque les routes commerciales n'existent pas ou ne favorisent pas ce commerce, puisque depuis 3 siècles, le territoire hispano-américain était sous le monopole de la couronne espagnole. Du coup, le développement économique des premières décennies est plutôt lent. Plus tard, toujours dans la sphère économique, il va y avoir un développement plus important avec l'introduction et la diffusion du libre-échange. La Grande-Bretagne est la première à adopter le libre-échange, notamment avec l'abolition des Corn Laws en 1846, puis avec la loi du libre-échange de 1849. Du coup, dans cette perspective de libre-échange,
La Grande-Bretagne va signer un certain nombre de traités avec les pays latino-américains, ce qui va favoriser la naissance de nouveaux marchés. L'objectif de la Grande-Bretagne, c'était justement de trouver en Amérique latine des matières premières qui étaient nombreuses, et finalement ces échanges qui augmentent grâce au libre-échange va pouvoir suppléer la perte de revenus qui venaient des tribus et que payaient les indigènes par exemple à l'État, et financer finalement la balance commerciale de l'État. En revanche, les effets de ces échanges commerciaux font débat auprès des historiens. Certains pensent que même s'il y a des échanges, les marchandises britanniques arrivaient en quantité dans les centres urbains latino-américains, que finalement elles mettent fin ou n'avantagent pas les marchés locaux, mais plutôt les concurrences ou font que finalement ils ne puissent pas concurrencer du tout et s'effondrent. D'autres historiens disent au contraire que les échanges avec la Grande-Bretagne ont permis de mettre fin au monopole de la couronne espagnole sur l'Amérique latine et que finalement le fait de pouvoir échanger librement avec la Grande-Bretagne a permis le développement du marché interne latino-américain. De même, pour les effets des échanges commerciaux entre les États latino-américains, les effets ne sont pas tous les mêmes partout. Par exemple, au Mexique, le marché interne n'était pas si mal structuré, mais les manufactures locales ont souffert de la concurrence étrangère. À la moitié du XIXe siècle, on observe en Amérique latine un développement économique majeur. Si on regarde ce tableau, on s'aperçoit que les exportations s'accélèrent entre 1830 et 1870, autant dans le groupe 1, 2 et 3. En fait, les libéraux de ces années-là disent qu'il faut mettre fin aux racines profondes du vieil ordre politique, qui est catholique, hispanique, organique et corporatif, qui sont pour eux responsables d'empêcher le développement économique et de bloquer les marchandises, la richesse, d'empêcher l'affirmation des libertés civiles et finalement d'enfermer la population dans la tradition corporative de la période pré-indépendance. Du coup, pour créer des nations nouvelles, progressistes, dans lesquelles tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils ont adopté une série de mesures drastiques. Premièrement, ils se sont attaqués à l'Église catholique, à ses biens, à ses richesses, car ils la voyaient comme étant un frein au développement économique et qui, par tradition, fait obstacle à la diffusion des nouvelles idées. Du coup, par exemple, au Mexique, cela passe par une laïcisation de l'école publique, la sécularisation des biens ecclésiastiques et les mariages qui se font dans la sphère civile. C'est d'ailleurs sur ce sujet-là, sur l'Église, que vont se diviser les libéraux entre deux partis, les libéraux et les conservateurs. Après l'indépendance, les territoires hispano-américains se fragmentent encore. Par exemple, la Confederación Centroamericana, créée en 1823, est dissolue en 1840. Et en fait, de cette dissolution apparaissent de nouveaux États. Le Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua et le Costa Rica. Quant à la Grande Colombie, qui avait été créée en 1819 par Bolivar, elle s'est dissolue aussi en 1830. Quant à la Grande Colombie, qui avait été créée en 1819 par Bolivar, elle s'est aussi dissolue en 1830 et a laissé place à la création de la Colombie, du Venezuela et de l'Équateur. Et à l'apparition de tous ces États vont apparaître des conflits, tant à l'intérieur des frontières qu'entre États. Entre États, les conflits apparaissent pour contester le découpage des frontières, et à l'intérieur des États, les conflits apparaissent entre le centre et la périphérie, entre la côte et l'altiplano du Pérou, entre le port et l'intérieur, entre la campagne et la ville, etc. Par exemple, en Colombie, les villes sont sans arrêt en guerre entre elles. Au Mexique, il y a des conflits entre centralistes et fédéralistes. Au Pérou, il y a des guerres civiles. En Argentine, il y a des rivalités entre Buenos Aires et les provinces de l'intérieur du pays. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'exceptions où le processus d'indépendance s'est fait de manière pacifique. Si on doit en citer une majeure, c'est le Brésil, où le pays est toujours resté uni, tant territorialement que politiquement. Il y a quand même eu des rébellions, mais elles sont restées assez marginales finalement. En plus, les premiers empereurs, Pedro I et Pedro II, ont dû se porter garant de l'unité politique et territoriale du pays. Ils ont permis une stabilité politique, car le pouvoir mis en place avait été pensé comme modéré, c'est-à-dire sans trop de pouvoir sur le pays, à l'image de la Constitution promulguée en 1824. Le deuxième exemple de stabilité, c'est le Chili, où finalement les élites sont assez homogènes et où la population est concentrée géographiquement parlant.
Le pouvoir mis en place, notamment par Diego Portales, et même après avec la Constitution de 1833, le Chili a su poser ses bases institutionnelles et montrer que c'est un pays unifié, et ce jusqu'à la chute du régime en 1861.